rapidement, je m'appelle William Dab, je suis enseignant dans cette maison où je m'occupe des matières d'hygiène, on dirait de sécurité sanitaire aujourd'hui, mais l'hygiène était un pas mauvais mot. Je vais faire une très courte introduction. Voilà, je pense que vous savez tous que Darwin et Newton étaient anglais, mais Pasteur est français. Peut-être savez-vous d'ailleurs que dans le monde entier, Pasteur est le deuxième nom le plus connu du monde. Vous savez, le premier, vous savez lequel c'est? Coca-Cola. Juste derrière, il y a Pasteur. Ceci devrait faire de la France un grand pays d'hygiène, précurseur, innovateur, franc-tireur, à la pointe. C'est nous qui aurions dû donner le modèle. Ce n'est pas tous les savants d'ailleurs qui donnent leur nom à un procédé commun comme pasteurisation. Et la réalité qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est qu'en fait, la France a toujours eu un bon train de retard dans la mise en œuvre de mesures de prévention. Tandis que l'Angleterre a eu ce rôle de précurseur. La première des grandes lois britanniques, inspirée d'un célèbre hygiéniste qui s'appelle Chadwick, c'est 1848, quand la loi un peu équivalente française a été en 1902, et ce sera d'ailleurs la seule loi du XXe siècle à porter le nom de santé publique dans son titre. Celle d'après sera celle de 2004. Donc la France a un problème avec ça. Et moi, comme hygiéniste, ça m'a toujours beaucoup surpris. Et voilà que Gérard Jorland a écrit un livre lumineux qui éclaire cette question d'un jour totalement nouveau sur la base d'un travail d'historien fondé sur une analyse approfondie de très nombreux documents, de conseils d'hygiène tout au long du XIXe siècle, et il en a tiré une analyse tout à fait éclairante et pénétrante qu'il va nous livrer maintenant, et puis on pourra en discuter après. Donc Gérard Jorland a une formation de philosophe et d'historien. Il est chercheur au CNRS, enseignant à l'école des hautes études en sciences sociales. Et son livre s'appelle, je crois, Une société à soigner. Je te passe la parole. Merci beaucoup. Oui, il y a, quand on regarde les résultats d'une campagne de la campagne de vaccination contre le virus H1N1, on est frappé par le fait que le succès de cette campagne a dépendu de la popularité des gouvernements qui l'ont lancée. La campagne a réussi avec plus d'un cinquième de la population vaccinée dans les pays où le gouvernement venait juste d'être élu ou d'être réélu. Aux États-Unis, au Canada, en Suède et en Norvège. Et il a échoué avec moins d'un dixième de la population vaccinée dans les pays où le gouvernement était au plus bas, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Espagne. Pour pouvoir la thèse de cette, que je vais essayer de partager avec vous, c'est que pour qu'un programme d'hygiène puisse être effectif, il faut que le gouvernement bénéficie de la confiance de la population.
population et donc est une légitimité incontestable. L'histoire de la France du XIXe siècle montre ce paradoxe que c'est la France qui a créé le mouvement d'hygiène publique moderne et qui a établi la santé publique comme discipline scientifique. Et pourtant, elle a été très lente à appliquer les mesures de santé publique sur une grande échelle. Et à ce paradoxe, on ajoute un second, c'est que, alors que la France est synonyme de centralisation et d'État fort, le gouvernement central a longtemps joué un rôle étonnamment limité dans la santé publique. Le second paradoxe est évidemment la solution du premier. C'est parce que le gouvernement français, les gouvernements français ne se sont pas impliqués dans les politiques de santé publique que les mesures de santé publique n'ont pas été appliquées par la population. Alors je vais vous donner tout de suite la raison pour laquelle il en a été comme ça en France, qui ne tient pas à une particularité, une idiosyncrasie nationale, mais qui tient aux aléas de notre vie politique au XIXe siècle. Et puis, ce que je vais vous dire pendant le temps qui restera, essayera de solidifier, de conforter cette hypothèse. La France a connu au XIXe siècle 14 régimes différents, régimes, pas gouvernement, régimes. Du consulat à l'Empire, la première restauration, l'Empire, les 100 jours, la seconde restauration, la monarchie de Juillet, la seconde République, le second Empire et la troisième République. Et le passage d'un régime à un autre s'est toujours fait soit par des guerres, soit par des révolutions sanglantes. Autrement dit, aucun gouvernement, aucun régime n'a eu de temps suffisant pour être légitime. Et tous ces régimes ont passé le plus clair de leur temps à s'accrocher au pouvoir, à conserver le pouvoir, plutôt qu'à essayer de gérer la société. Ce qui fait que aucun de ces gouvernements n'a eu d'emprise sur la société française. C'est, par exemple, la raison pour laquelle la vaccination n'était pas obligatoire en France, la vaccination contre la variole, alors qu'au début du XIXe siècle, il y avait un comité de la vaccine extrêmement efficace sous Napoléon, et puis petit à petit, cette commission a cessé de fonctionner, et le résultat de cette absence de vaccination obligatoire, c'est qu'une épidémie de variole est l'une des causes, et non des moindres, de la défaite de la France contre la Prusse en 1870, puisqu'il y a eu autant de morts. La France était à l'époque victime d'une épidémie de variole, et il y a eu autant de morts de variole dans les troupes françaises, 36 000, que de toutes les troupes de la Confédération allemande au combat. Donc, c'est cette absence de légitimité qui fait que la France est en réalité gouvernée au XIXe siècle, non pas par le gouvernement, qui a une double préoccupation. L'une, encore une fois, c'est de conforter son pouvoir, de sorte que, par exemple, les préfets se occuperont beaucoup plus d'espionnage politique, de surveillance des associations, des groupes, des associations internes, des groupes de la population, plutôt que de faire passer des mesures de santé publique. On en verra un exemple sur les deux grandes enquêtes épidémiologiques en France au XIXe siècle. Et la seconde occupation, c'est la guerre. La France n'a jamais cessé d'être en guerre pendant tout le XIXe siècle, pas une année où la France n'ait pas été en guerre, quel que soit le régime. Par contraste,
évidemment, l'Angleterre, un régime éminemment légitime, multiséculaire, en tout cas depuis la fin du XVIIIe siècle, fin du XVIIe siècle, du XVIIe siècle, pardon, et la fin du XVIIe siècle, et le gouvernement anglais va imposer des mesures de santé publique draconiennes qui vont être respectées par la population. Cela se traduit par le fait que les taux de mortalité vont baisser de manière beaucoup plus importante en Angleterre qu'en France au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, de 22% à 18%, alors qu'en France, il passe de 25 à 24%. On peut prendre comme exemple, évidemment, on pourrait citer, je prends un exemple, l'assainissement des villes. Alors oui, excusez-moi, ce qui fait que la France est gouvernée par les conseils généraux. C'est les conseils généraux qui gouvernent la France de la même manière que récemment en Italie, on disait que le gouvernement central était très faible et ce qui gouvernait le pays, c'était les mairies et les gouverneurs de province qui gouvernaient le pays. Donc le gouvernement de la France est local, c'est dans les conseils généraux. Mais les conseils généraux sont tenus par une aristocratie foncière qui refuse tout simplement de voter les crédits nécessaires pour mettre en œuvre les mesures que l'État central peut prendre. Et du coup, ces mesures ne sont tout simplement pas appliquées et l'État n'a pas de légitimité suffisante pour les appliquer lui-même. Donc je prends un exemple, déjà, l'assainissement des villes. À la fin du siècle, du XIXe siècle, l'étiologie de la fièvre typhoïde est suffisamment bien connue pour qu'on prenne cette maladie comme indice de la salubrité d'une ville. La raison en est tout à fait évidente, c'est que la fièvre typhoïde met en cause la seconde loi d'hygiène publique au XIXe siècle. Il y a deux lois d'hygiène publique au XIXe siècle. La première, c'est la loi de Villermé, selon laquelle il y a une inégalité sociale devant la maladie et la mort. Loi de Villermé qui est toujours court et qui ressurgit en ce moment à propos de l'âge du départ à la retraite. Et la seconde loi, qui a été formulée cette fois-ci en Angleterre, c'est qu'il faut empêcher les populations de boire leurs excréments. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, tous les déchets et toutes les déjections, tous les déchets étaient envoyés à la rivière et en même temps, l'eau que la population buvait était prélevée sur la rivière, de sorte que les maladies, un certain nombre de maladies se transmettaient par l'eau consommée par les individus. Deux de ces maladies ont cette étiologie, la fièvre typhoïde et le choléra. Or, en Grande-Bretagne, la mortalité par fièvre typhoïde a été divisée pratiquement par 5 de 1850-1854 à 1885-87 et elle a continuellement diminué de 9,8 pour 1000 à 2,1 pour 1000, alors que la mortalité générale ne baissait que de 3 points. Même chose en Suède, enfin je reste sur la Grande-Bretagne. Si l'on compare Paris et Londres, Londres a un taux de mortalité typhoïdique 2 fois supérieur en 1850-1854 et plus de 5 fois, Paris, pardon, un taux de mortalité typhoïdique 2 fois supérieur en 50-54 et plus de 5 fois en 85-88, bien qu'il ait diminué de moitié, 9 pour 10 000 à Paris contre 1,6 à Londres. On peut prendre un autre exemple de l'étiologie, un autre indice de la salubrité des villes, le choléra.
dont le mode de propagation est le même que celui de la fièvre typhoïde, à ceci près qu'il est international quand elle est locale. Il y a eu 6 pandémies de choléra au XIXe siècle. La première, partie d'Inde en 1817, s'est éteinte aux portes caucasiennes de l'Europe en 23. La seconde, de 26 à 37, franchit cette barrière et envahit le continent européen et l'Afrique du Nord avant de traverser l'Atlantique pour atteindre les côtes orientales de l'Amérique du Nord. La troisième, de 41 à 59, suivit la même route qu'elle prolongea jusqu'en Amérique du Sud à travers l'Amérique centrale. La quatrième, de 63 à 75, fut la plus étendue. Elle envahit aussi l'Afrique et l'Asie orientale. La cinquième, de 81 à 96, plus restreinte, toucha l'Europe continentale, les côtes d'Afrique du Nord et des parties de l'Asie et de l'Amérique. La sixième, de 99 à 1923, resta cantonnée en Asie. Il y a déjà une différence entre dans ces pandémies cholériques, c'est que les 4 premières, jusqu'en 1866, ont suivi toujours la même route. Elles partent de l'Inde, elles passent par la barrière caucasienne vers la Russie, elles traversent, elles vont en Europe en Europe de l'Ouest à travers la Baltique, et de l'Angleterre, elles atteignent le continent européen. Du continent européen, elles se propagent soit vers les États-Unis, soit vers l'Afrique du Nord. À partir de la cinquième épidémie, la route n'est plus du tout la même. À cause du progrès des transports, la pandémie se transmet par au gré du pèlerinage à la Mecque. Les pèlerins